Dans les années 1960, un visiteur régulier se promenait dans les salons aéronautiques français et britanniques. Vous l'auriez peut-être croisé sans même vous en souvenir, tant son apparence était ordinaire. Un beau costume, manifestement cher, mais rien de tape à l'œil. Un homme d'affaires européen, peut-être un cadre supérieur, il faisait toujours la même chose, il flânait devant les stands des sous-traitants, examinait des composants d'aviation et, comme par ennui, demandait combien ils coûtaient. 10 000 $, 20 000, et puis parfois il posait sa question fétiche, et si, hypothétiquement, quelqu'un vous en offrait 10 fois plus, en liquide, net d'impôts, l'offre était à discuter dans un cadre plus informel, par exemple lors d'un dîner dans un restaurant chic. Cet homme était un agent de la Stasi, cherchant discrètement un moyen d'accéder à l'usine de Sudaviation à Toulouse, un géant de l'aviation française. Et ce qu'il cherchait n'était pas rien. Les plans du futur avion de ligne supersonique en cours de développement. Les services de renseignement allemands ont même réussi à recruter quelques personnes chez Sudaviation, mais l'agent a finalement été démasqué. Il a été trahi par un coursier arrêté par les services secrets belges qui transportait des microfilms avec les plans volés. Cette histoire est digne d'un film d'espionnage et mériterait certainement son propre épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avion que les agences de renseignement du monde entier voulaient à tout prix s'approprier. Le Concorde, un avion de ligne légendaire en avance sur son temps et une marque emblématique. L'aviation a franchi le mur du son pour la première fois en 1947. Naturellement, les ingénieurs se sont immédiatement passionnés pour l'idée d'un avion de passagers capable de voler plus vite que le son. Les Britanniques ont été les premiers à s'attaquer sérieusement au défi au milieu des années 1950. À la même époque, les Français ont lancé des développements similaires, et à la fin des années 50, les grands acteurs sont entrés dans la course, l'URSS et les États-Unis. Les Américains craignaient profondément que le premier pays à lancer des vols supersoniques de passagers n'évince complètement les avions américains du marché. C'était une question stratégique. Alors que les projets américains prenaient du retard, les Russes étaient sur leurs talons. Andrei Tupolev travaillait sur le Tu-144. Mais nous en parlerons une autre fois, cela mérite un épisode à part entière. Les Britanniques et les Français avaient peur de prendre du retard, mais aussi de faire faillite. Pour vous donner une idée, l'ensemble du programme leur a coûté entre 1,5 et 2 milliards de livres sterling de l'époque. Pour économiser, les deux pays ont décidé d'unir leurs forces en signant un accord de développement conjoint en octobre 1962. Le nom lui-même, Concorde, signifie accord ou harmonie, et on dit que c'est Charles de Gaulle qui l'a trouvé. Cela ne veut pas dire qu'il y avait une harmonie totale. La légende raconte qu'ils se sont même disputés pour la lettre E à la fin du mot. Les Britanniques voulaient la supprimer, tandis que les Français insistaient pour la garder. Il y a eu beaucoup de débats sur l'économie du projet, mais finalement, la peur de ne pas être les premiers sur le marché l'a emporté. En conséquence, le prototype expérimental du Concorde a décollé en mars 1969, et seulement 2 mois plus tard, il était présenté au Salon du Bourget. Le programme était suivi de très près par les plus hauts responsables gouvernementaux, parfois littéralement. En janvier 1972, le prince Philippe, époux de la reine Élisabeth II, a même piloté le Concorde lors d'un de ses vols d'essai. Déjà à l'époque, l'avion suscitait des préoccupations environnementales dans le public. Quand les journalistes ont demandé au prince ce qu'il pensait du bruit et des gaz d'échappement, il a eu une réponse culte. Ça ne m'a pas dérangé, j'étais assis à l'intérieur et je ne fumais pas. Comme le savent les spectateurs de nos deux chaînes, Philippe a toujours eu un sens de l'humour exceptionnel et très particulier. Les premiers vols commerciaux du Concorde ont eu lieu en janvier 1976. Un avion de British Airways a volé de Londres à Bahreïn, tandis qu'un jet d'Air France a volé de Paris à Rio de Janeiro. Chaque compagnie a reçu 7 Concorde, et aucune autre compagnie au monde n'en a eu.
Maintenant, voyons quel genre d'avion c'était. D'abord, il était incroyablement rapide. Le Concorde pouvait atteindre des vitesses de 2150 km/h, soit presque 2 fois la vitesse du son. Il pouvait monter jusqu'à 18 000 mètres au-dessus de la Terre, atteignant les couches inférieures de la stratosphère. Un vol en Concorde de Paris ou Londres à New York ne prenait que 3 heures. Les autres avions avaient, et ont toujours, besoin de 8 à 9 heures pour le même trajet. Mais cette vitesse avait un prix. Premièrement, selon les normes actuelles, le Concorde était relativement petit et un peu à l'étroit. Sa cabine ne mesurait que 2,5 mètres de large, accueillant entre 90 et 100 passagers selon la configuration. Les passagers ne pouvaient emporter qu'un seul bagage de 12 kg maximum, essentiellement un bagage à main. Deuxièmement, les billets étaient chers. En 1977, un aller simple Londres-Washington en Concorde coûtait 430 livres, ce qui, ajusté à l'inflation, représente environ 3000 $ aujourd'hui. Avec le temps, les prix ont continué d'augmenter et à la fin des années 1990, un aller-retour transatlantique coûtait 12 500 $, soit l'équivalent de 20 000 $ actuels. Bien sûr, le public cible du Concorde n'était pas rebuté par le prix. C'était un avion pour les gens dont le temps valait plus que l'argent. Les compagnies le savaient bien, et le Concorde avait même un slogan: Arriver avant de partir. L'idée était que si vous voliez vers l'ouest, vous atterrissiez à une heure locale antérieure à celle de votre décollage. D'une certaine manière, le Concorde était littéralement plus rapide que le Soleil. Pour ses passagers réguliers, un aller-retour à New York dans la même journée pour une réunion d'affaires était tout à fait normal. Les riches britanniques, quant à eux, poussaient le concept encore plus loin. Décollage de Heathrow à 9h30, atterrissage à la Barbade à 9h45 heure locale, une petite baignade, un verre dans un bar de plage et retour à Londres pour 20h. Le Concorde n'a jamais eu de vol régulier vers la Russie, mais si c'était le cas, un Moscou-Vladivostok n'aurait pris que 3 heures, et un vol vers Sotchi ou Kaliningrad, à peine 40-50 minutes. Une chose est sûre, voyager aujourd'hui est bien plus pratique, même sans avion supersonique, notamment grâce aux services de réservation en ligne. Par exemple, sur Sutochno.ru, vous pouvez trouver plus de 300 000 appartements, hôtels et maisons d'hôtes pour planifier votre voyage à l'avance. L'option réservation rapide vous permet de réserver en quelques clics. Les hébergements ne se limitent pas aux grandes villes comme Sotchi, Saint-Pétersbourg, Kazan et Kaliningrad. Il y a aussi des options dans de petites stations balnéaires à travers la Russie. Avec Sutochno.ru, vous trouverez toujours un endroit où séjourner. C'est une plateforme fiable et conviviale, avec uniquement des annonces vérifiées et de vrais avis de clients. Après avoir noté votre séjour, vous pouvez obtenir jusqu'à 30% de cashback pour votre prochaine réservation. Utilisez-le pour de futurs voyages ou partagez-le avec un ami. Et avec le code promo CHETIVO, vous obtiendrez 1000 points bonus supplémentaires pour vos voyages. Le lien est dans la description. C'est grâce au Concorde que Phil Collins est entré dans l'histoire comme le premier musicien à donner 2 concerts sur 2 continents différents en une seule journée. Il a participé au segment britannique et américain du légendaire festival caritatif Live Aid. D'abord, il a joué à Londres, au stade de Wembley, puis a pris un vol de 3 heures en Concorde jusqu'à New York, avant d'être transporté en hélicoptère directement sur la scène de Philadelphie. Le service autour du Concorde était presque aussi rapide que l'avion lui-même. Par exemple, il y a cette célèbre histoire d'un prince saoudien qui a manqué son vol Concorde à cause des embouteillages parisiens. Ne voulant pas être en retard à une réunion importante, il a simplement affrété un autre Concorde d'Air France. L'équipage a été dépêché à l'aéroport si rapidement que le commandant de bord n'a même pas eu le temps de mettre son uniforme. Il a piloté en civil. Un vol typique en Concorde commençait par un enregistrement prioritaire et un salon d'affaires privé, où les passagers profitèrent d'un buffet avec champagne et mets raffinés. À bord, le luxe était partout. On servait du caviar noir iranien
Et jusqu'en 1997, des cigares cubains n'étaient disponibles que sur les vols non américains en raison des sanctions. La carte des vins pouvait rivaliser avec celle d'un restaurant étoilé. Il y avait même un compartiment dédié pour ranger les manteaux de Vison et de Zibeline. Et selon d'anciennes hôtesses de l'ère du Concorde, certaines ne pouvaient s'empêcher d'essayer secrètement quelques-uns de ces manteaux. L'équipage du Concorde connaissait ses passagers par leur nom et les accompagnait personnellement à leur siège. Les sièges les plus prestigieux étaient le 1A et le 1D, les plus éloignés des moteurs rugissants. Les passagers de ces sièges embarquaient en dernier et débarquaient en premier. La reine Élisabeth II s'asseyait toujours en 1A. En fait, il est plus facile de lister les célébrités qui n'ont pas volé en Concorde. Dans la cabine, on pouvait voir Michael Jackson signer des autographes, tandis que le père de Whitney Houston distribuait des billets pour ses concerts. Paul McCartney pouvait sortir une guitare et se mettre à chanter. Mstislav Rostropovitch était si inquiet pour son violoncelle qu'il lui achetait un siège supplémentaire. Cindy Crawford a un jour raconté qu'elle s'était endormie avant le décollage et s'était réveillée avec Mick Jagger assis à côté d'elle. Un passager a décrit l'atmosphère ainsi: si l'argent avait une odeur, on pouvait la respirer à plein poumon à bord du Concorde. C'était une sorte de club exclusif, mais en même temps remarquablement démocratique. Pendant 3 heures en l'air, tout le monde était égal. On pouvait discuter nonchalamment avec Elton John, qui dans la vie de tous les jours ne lèverait pas le petit doigt pour vous. Mais là-haut, il vous demandait sincèrement comment vous alliez. Dans la stratosphère, même les barrières sociales semblaient s'estomper. En théorie, n'importe qui pouvait acheter un billet pour le Concorde. Mais au final, le passager le plus fréquent n'était pas une célébrité, mais un directeur commercial nommé Fred Finn. Il a volé un nombre incroyable de 718 fois, accumulant pour 2 millions de livres de vol. Bien sûr, il ne payait pas de sa poche, c'est son entreprise qui couvrait les frais, car il travaillait dans les licences internationales. En tant que passager aguerri, Fred essayait toujours d'avoir le siège Neva, car c'est là qu'on commençait à servir la nourriture et les boissons. Avec le temps, il est devenu une sorte de mascotte. Parfois, l'équipage l'invitait même dans le cockpit. Fred a eu la chance d'avoir un travail qui lui a permis de voler si souvent en Concorde. Mais certains fans inconditionnels ont économisé pendant des années pour un billet, surtout pour les vols du Nouvel An, où l'on pouvait fêter le passage à la nouvelle année plusieurs fois de suite en traversant les fuseaux horaires. Le Concorde n'a jamais fait l'objet d'une grande publicité, car franchement, il n'en avait pas besoin. Il parlait de lui-même. Le design, la vitesse, l'exclusivité, il n'y avait tout simplement rien de comparable dans le ciel. Voici à quoi ressemblait une annonce typique avant le vol. Nous vous emmènerons aux confins de l'espace, là où le ciel s'assombrit et où l'on peut voir la courbure de la Terre. Nous traverserons l'Atlantique à 2 fois la vitesse du son, plus vite qu'une balle de fusil. Nous dépasserons la rotation de la planète, et le monde entier nous regardera avec admiration. Avec un tel discours, que dire de plus? À la fin des années 1960, les projections estimaient un marché pour 350 Concorde d'ici 1980. Combien en a-t-on réellement construit? Au total, seulement 20. Sur ce nombre, seuls 14 étaient des modèles de série commerciaux qui sont entrés en service. Pourquoi? Premièrement, il est vite devenu évident que le Concorde ne pouvait pas survoler les terres. Les plaintes concernant le bruit peuvent sembler futiles, mais à vitesse de croisière, son onde de choc était si puissante qu'on avait l'impression d'une explosion. Il y a eu des cas où des fenêtres au sol se sont brisées. En conséquence, les itinéraires devaient être planifiés au-dessus de l'eau ou de zones inhabitées. Deuxièmement, en 1973, la crise pétrolière a frappé, faisant grimper en flèche les prix du carburant, ce qui a fait de la vitesse un luxe coûteux. Le Concorde brûlait entre 25 et 28 tonnes de carburant par heure. Un Boeing 747, un avion beaucoup plus grand, n'en consommait que 14 à 15 tonnes. Finalement, les compagnies aériennes ont réalisé que les passagers
préférait parfaitement prendre des vols de 8 heures au lieu de 3, tant que les billets étaient bien moins chers, sans force G et dans une cabine plus spacieuse. En conséquence, les vols transatlantiques du Concorde avaient souvent un taux de remplissage de seulement 50%, parfois même 30%, ce qui les rendait encore moins rentables. Peut-être que le Concorde volerait encore aujourd'hui comme une expérience exclusive, tel l'Orient Express des cieux. Mais le 25 juillet 2000, le vol Air France 4590 de Paris à New York a pris feu et s'est écrasé sur un petit hôtel à 3 km de la piste de l'aéroport Charles de Gaulle. Toutes les personnes à bord, 100 passagers et 9 membres d'équipage sont mortes, ainsi que 4 personnes au sol. La cause ? Un accident absurde. Un fragment de métal était tombé d'un autre avion et était resté sur la piste. Au décollage, le Concorde a roulé dessus, provoquant l'éclatement d'un pneu. Un morceau du pneu déchiqueté a perforé un réservoir de carburant dans l'aile, tandis qu'un autre a endommagé le câblage électrique. Un court-circuit a provoqué une étincelle dans le carburant qui fuyait, et l'avion a pris feu. L'équipage a immédiatement compris ce qui se passait. Ce fut le premier et unique crash mortel du Concorde, et il a marqué le début de la fin. Personne n'a blâmé l'équipage ou l'avion lui-même. Mais c'était clair, l'ère du transport de passagers supersonique touchait à sa fin. Le 24 octobre 2003, le Concorde a effectué son dernier vol commercial. Un mois plus tard, il a pris son envol une dernière fois. C'est remarquable quand on y pense. Il y a tout juste 20 ans, on pouvait voler de l'Europe à l'Amérique en 3 heures. Et maintenant, on ne peut plus. Des projets de relance de l'aviation de passagers supersoniques refont régulièrement surface. La NASA, par exemple, a proposé un design de fuselage spécial qui élimine le problème du bang sonique. Mais tous ces projets sont encore à un stade précoce. Donc le prochain Concorde ne volera pas avant les années 2030 au plus tôt. Pour l'instant, une seule chose est certaine, il y aura certainement du caviar noir et du champagne à bord.